Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui, vous l'avez compris, durant tout ce mois de décembre, se met en mode Game of Thrones où on va décortiquer, étudier la série qui a été la série événement de HBO tirée des ouvrages de George Martin. Alors, on va évoquer plusieurs aspects. On a évoqué des aspects par rapport à l'histoire, on a évoqué des aspects par rapport à la fantasy, par rapport à la géographie dans Game of Thrones. Aujourd'hui, on a aussi parlé des fans et vous en êtes une spécialiste. J'ai invité Mélanie Bourda. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, je vous représente rapidement. Vous êtes une habituée du podcast Histoire en série, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté avant, je le redis. Donc vous êtes maîtresse de conférence tout récemment HDR, donc en information et communication au département ISIC de l'Université Bordeaux-Montaigne, laboratoire MICA. Vous êtes aussi responsable du master conception de projets numériques et multimédia. Et puis je parlais des fans dans Game of Thrones. On aurait pu vous inviter pour cette émission-là, mais on avait déjà beaucoup d'invités avec la garde de nuit et Julie Escurignan, que je crois vous connaissez aussi très bien. Donc, vous avez publié un ouvrage que je recommande qui s'intitule Les fans, publics actifs et engagés en 2021 chez C&F Éditions. Je vous renvoie, si vous voulez plus d'informations, à notre site internet, bien sûr, où Mélanie a fourni une bibliographie indicative, mais aussi à l'émission qu'on a enregistrée sur Livre en série, parue fin novembre 2021. Alors aujourd'hui, Mélanie, on ne va pas évoquer les fans, on va parler aussi d'une de vos spécialités qui est le transmédia et le transmédia storytelling, notamment parce que j'aimerais comprendre un petit peu comment cette série-là, Game of Thrones, a été un si grand phénomène mondial. Alors peut-être commencer, Mélanie, cette émission par évoquer avec vous la stratégie promotionnelle de Game of Thrones, justement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette stratégie mise en place en particulier par la chaîne HBO ? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, je vais mettre mon autre casquette, c'est-à-dire celle du transmedia storytelling, parce qu'on va se placer du côté production, là, et non pas du côté réception et du côté fan. Et Game of Thrones est en réalité une très bonne série pour parler de ce phénomène de transmedia storytelling, puisque la chaîne HBO, qui a donc produit et diffusé la série, a décidé de faire une promotion un peu particulière pour lancer la série et donc a utilisé ce phénomène du transmedia storytelling. Alors si on voudrait le traduire en français, ça serait une narration transmédiatique où
ou si on veut aller un peu plus loin, une narration multiplateforme pour promouvoir la série et pour plonger les futurs téléspectateurs dans l'univers narratif qui allait être déployé ensuite dans la diégèse de la série. Mélanie Bourda, c'était vraiment intéressant, hein, cette idée là de comprendre ce qu'on va voir ensemble durant toute cette émission, cette stratégie, parce que elle est particulière. Alors peut-être, vous l'avez dit, commencer ici par vraiment définir peut-être plus en profondeur ce fameux transmédia storytelling. Et est-ce que cette stratégie-là, de la part de la production, de la part de la chaîne HBO aussi, elle est née finalement avec cette série Game of Thrones? Alors, je vais d'abord commencer par la définition effectivement du transmédia storytelling parce que c'est important de poser des bases pour comprendre ce qui a été fait ensuite autour de la série. Donc, le transmédia storytelling, il a été défini par Henry Jenkins en 2006 dans un ouvrage qui s'appelle Convergence Culture, donc la culture de la convergence. Et dans cet ouvrage, il partait lui d'une fiction spécifique puisque c'était autour de Matrix, mais il s'était rendu compte qu'autour de Matrix, il y avait un univers narratif et un monde narratif qui avait été créé autour de cette œuvre cinématographique qui se déployait sur plusieurs plateformes médiatiques. Et donc, il a posé cette définition du transmédia storytelling comme tel, un processus dans lequel les éléments d'une fiction se déploient sur plusieurs plateformes médiatiques, et moi je rajouterais numérique ou non numérique, dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc on est bien là dans moi ce que j'appelle une narration augmentée finalement, parce qu'on va augmenter les informations narratives en les produisant et en les conceptualisant sur d'autres plateformes médiatiques. Alors, encore une fois, j'insiste bien sur cet aspect de numérique, mais aussi non numérique, parce qu'il ne faudrait pas faire l'amalgame que le transmedia storytelling, c'est que du numérique, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on va le voir avec l'exemple de Game of Thrones, où ils ont développé sur des aspects aussi des supports médiatiques non numériques. Et la deuxième chose qui est assez importante, c'est la cohérence de l'univers. Donc, il faut créer un univers narratif qui va être cohérent, notamment dans l'évolution des personnages, par exemple, dans les intrigues. Donc, cette notion de cohérence, elle doit être fondamentale selon la définition de Henry Jenkins, bien évidemment, dans les stratégies de transmédia storytelling. Et bien entendu, donc le terme il date de 2006, mais la pratique n'est pas nouvelle et donc c'est pas né avec Game of Thrones, même si Game of Thrones en est un exemple assez approfondi et assez poussé, on va dire, dans la promotion qui a pu être faite. Mais les pratiques de transmedia storytelling remontent à assez longtemps, puisqu'on peut prendre l'exemple de L. Frank Baum, l'auteur du Magicien d'Oz, qui avait déjà pensé son œuvre littéraire, là, pour le coup, comme étant une œuvre multiplateforme et une œuvre transmédiatique, puisqu'il proposait également donc des romans, des pièces de théâtre, des comic strips dans lesquels il développait les personnages secondaires, puisque les personnages secondaires sont présents, mais ils ne sont pas forcément approfondis dans une œuvre. Donc là, c'était pour lui l'occasion de raconter la vie et d'approfondir la vie de ces personnages secondaires. Il avait également créé un mock newspaper, donc un faux journal sur le territoire de Oz, qui lui permettait donc d'explorer en profondeur ce territoire, par exemple de faire des entretiens avec ses personnages. Donc là, on brisait vraiment le quatrième mur et on faisait basculer la fiction dans la réalité finalement, dans la vie réelle. Et il se présentait également comme le géographe de Oz, et dans le sens où il faisait des conférences un peu partout aux États-Unis, et il présentait des photos qu'il était censé avoir pris lors de ses voyages dans l'univers de Oz. Donc il était vraiment le géographe de cet univers. Donc c'est assez intéressant cette notion de géographie, de cartographie, qui est fondamentale dans Game of Thrones. Vous l'avez dit, vous allez faire une émission sur la géographie et la cartographie dans Game of Thrones. Donc cette notion-là de cartographie, elle est importante parce que la cohérence de l'univers et l'éclatement de cet univers, il faut le recartographier ensuite. Donc c'est pas du tout nouveau, c'est pas né avec Game of Thrones. Il y a d'autres exemples fondamentaux comme
Star Wars, bien évidemment, mais là, ça ne s'appelait pas le transmedia storytelling, mais ça s'appelait l'univers étendu de Star Wars, toujours cette notion d'univers quand même et d'étendre la narration. Mais Game of Thrones en est un excellent exemple. Alors justement, on parlait aussi, je pense, quelque chose de fondamental, c'est la chaîne HBO. Mélanie, quelle était la commande finalement de cette chaîne qui diffusait cette série? Chaîne déjà très connue à l'époque, Home Box Office, une chaîne payante là aussi aux États-Unis qui diffuse voilà, des contenus comme ça. Autre grande série très connue, produite au début des années 2000 par HBO, c'était par exemple la série Rome. Donc elle n'en est pas à son coup d'essai, mais là, véritablement, on a changé, j'allais dire, de braquet, pour faire une métaphore cycliste, pour passer à une échelle à la fois mondiale et puis sur 8 saisons, connaître un vrai engouement avec là aussi des fans qui continuent aujourd'hui, on l'a vu avec l'exemple de la garde de nuit, à évoquer cela. Alors, quelle était vraiment la commande de base, finalement, pour que ça fonctionne comme ça sur HBO? Oui, alors le contexte est assez intéressant pour le contexte de diffusion et de production de Game of Thrones parce qu'effectivement donc c'était sur HBO, HBO qui était une chaîne qui n'avait pas l'habitude au moment où ils ont lancé Game of Thrones de produire et de diffuser des séries de genre. Donc là c'est le genre de la fantasy. À la même époque ils avaient aussi True Blood qui était du genre plutôt fantastique, horreur, mais ils n'avaient pas l'habitude. Et le public de HBO n'était pas du tout acculturé à ces genres sériels, puisque vous l'avez dit, il y avait d'autres séries qu'on a pu qualifier de séries de qualité, même si ça peut être sujet à controverse, ça, mais bon, d'autres séries comme Les Sopranos, Sur écoute, The Wire, Sex and the City, Six Feet Under, qui étaient plutôt des séries, on va dire, réalistes. Mais donc, le genre sériel de la fantasy, le genre sériel du fantastique ou de l'horreur n'était pas un genre particulier à HBO et encore une fois, les publics n'étaient pas acculturés à ces genres sériels. Donc, l'objectif pour HBO, c'était justement de familiariser les publics avec ces genres sériels. Et donc, pour cela, ils ont fait appel à une société marketing qui s'appelle Campfire New York. Et j'ai pu interroger, j'ai pu faire des entretiens avec ces concepteurs de marketing, ces concepteurs de stratégie de transmédia, pour le coup. Et donc, ils m'expliquaient que la commande de HBO, elle était de 3 ordres. Donc, la première, c'était créer ce qu'ils avaient appelé une fan culture, donc on en revient aux fans finalement, créer une fan culture, une culture fan autour de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait de la conversation et des discours autour de Game of Thrones, et en particulier sur les réseaux sociaux, que ces discours circulent dans la sphère publique pour faire connaître la série. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était donc d'acculturer les publics à ce genre sériel. Et donc, la troisième chose qui va avec la deuxième, c'était de rendre concret et tangible l'univers de Game of Thrones. Et donc, l'objectif, c'était de rendre concret cet univers fantasy que, bien évidemment, on ne connaît pas, puisque la fantasy, jusqu'à preuve du contraire, on ne s'est jamais baladé dans Westeros, on n'a jamais rencontré de dragons ou de choses comme ça. Donc, il fallait le rendre concret, cet univers. Et donc, c'était vraiment la commande de HBO. Et c'est sur cette commande que s'est basé, bien évidemment, Campfire New York pour déployer sa stratégie de transmedia storytelling. Concrètement, Mélanie Bourda, cette stratégie, elle s'est mise en place comment? Elle consiste en quoi? Alors, pour répondre à cette commande, du coup, Campfire New York a décidé de baser sa stratégie de transmedia storytelling sur une expérience sensorielle et en réalité sur les 5 sens. Donc, ce qui est assez intéressant, parce que donc, rendre concret l'univers, ils se sont basés sur les 5 sens. Donc, pour chacun des sens, ils ont décidé de proposer un dispositif qui allait faire connaître l'univers au public et qui allait les plonger au préalable dans cet univers si particulier de Game of Thrones et allait faire connaître les personnages aussi au préalable. Donc, je vais vous décrire un peu ce qui s'est passé, sens après sens. Donc, pour l'odorat, ils avaient envoyé des boîtes en bois. Donc, c'était quelque chose de très concret, là, pour le coup. Des boîtes en bois qui contenaient des parfums censés représenter les senteurs de Westeros. Et ils avaient couplé ces parfums avec une carte. Donc, on en revient à l'histoire de la carte importante. Une carte géographique façon parchemin
pour expliquer donc cette géographie si particulière de Westeros. Et ce qui était assez intelligent de la part de Campfire New York, c'est qu'ils avaient commencé la stratégie de cette façon-là, avec ces boîtes, et qu'ils les avaient envoyés à ce qu'ils appelaient des key influencers, donc des gens qui étaient déjà fans des bouquins ou qui étaient déjà fans de cet univers de fantasy, parce qu'ils savaient qu'ils allaient relayer l'information et faire connaître donc ce début de stratégie dans leurs réseaux sociaux. Et de fait, les influenceurs ont ouvert les boîtes sur leur chaîne YouTube, sur leur compte Instagram et ont fait connaître donc ce début de stratégie. Donc ça, c'était pour l'odorat. Pour Louis, donc quelque chose de pas numérique, hein, là, vous le voyez, hein, c'était vraiment des boîtes en bois très concrètes. Pour Louis, ils avaient développé alors là, c'était plutôt numérique, hein, de façon numérique, ils avaient recréé une taverne avec des conversations à des tables. Et quand on se connectait donc sur ce dispositif, on pouvait se balader de table en table et écouter les conversations entre les personnages et avoir une vision un peu plus, on va dire, politique de ce qui allait se passer dans Game of Thrones, puisqu'on entendait des conversations entre des personnages, donc des débuts d'alliance ou de trahison. Donc là, c'était pour se plonger plutôt dans l'aspect politique et dans les aspects plutôt de trahison qui allait être développée dans Game of Thrones. Et Dieu sait qu'il y en a eu ensuite dans la série. Hein. Pour la vue, il s'était basé là sur le mur, qui est très célèbre hein, dans Game of Thrones. Et là, c'était un jeu en réalité dans lequel on était en caméra subjective, hein, donc en tant que joueur, puisque là, on va être qualifié les publics de joueurs, hein, puisque c'était un jeu. En tant que joueur, on était totalement impliqué dans le dispositif, hein, puisque cette caméra subjective nous permettait de jouer le rôle d'un gardien de la nuit, de comprendre qui ils étaient, puisqu'on avait une histoire un peu de cette fonction si spécifique dans la série. Puis on avait une découverte donc de ce fameux mur, de son histoire et du rôle qu'il allait jouer finalement dans la série. Donc là, c'était assez intéressant parce qu'on avait à la fois un aspect géographique, un aspect historique et un aspect développement des personnages. Pour le toucher, ils avaient créé une application mobile qui permettait en fait de calquer le temps qu'il faisait à Westeros, à un endroit spécifique de Westeros, avec le temps qu'il faisait chez nous. Donc l'aspect météorologique est assez important dans Game of Thrones, hein, puisque la tagline, le slogan, c'est Winter is coming. Donc ce fameux hiver qui arrive. Donc ils avaient décidé de jouer un peu sur cette notion-là et de calquer en fait géographiquement donc la vraie géographie avec les géographies de Westeros par ce biais de la météo. Et pour le goût, ils avaient créé des food trucks en partenariat avec un vainqueur de Top Chef aux États-Unis. Et donc ces food trucks qui se situaient à New York et à Los Angeles proposaient pendant une semaine des repas que sont censés manger les personnages dans Game of Thrones. Donc là, en fonction des régions aussi, hein, ils avaient créé des repas avec ce gagnant de Top Chef. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Gérard Martin est allé goûter ces plats et a approuvé. Hein, donc, il y avait une vraie immersion là par le goût dans l'univers de Game of Thrones. Et les participants à ces repas, on va dire, repartaient avec un menu médiévalisant censé représenter donc encore une fois ce qu'on peut trouver dans Game of Thrones, puisque je suppose que vous en avez parlé ou que vous allez en parler avec Justine Breton par exemple, mais l'aspect médiévalisant est assez important dans Game of Thrones, et donc il se retrouvait là dans ces menus. Donc, vous voyez comment, à partir des 5 sens, on va faire connaître en fait l'univers de Game of Thrones. On va essayer de raconter l'histoire au préalable, de présenter des personnages, de présenter des futures intrigues et de plonger donc ces futurs téléspectateurs dans un univers qui n'est pas du tout concret, mais qu'on va rendre concret donc. Et si je vous suis, Mélanie Bourda, un autre élément de cette stratégie, c'est peut-être plus visuel pour les spectateurs. On le voit bien, on l'a évoqué avec d'autres intervenants et intervenantes dans les émissions. On voit bien aussi, dès le début, une marque de fabrique, peut-être autour de deux points clés, hein, si on peut dire. C'est la violence et le sexe, la façon de montrer ces deux choses-là qui vont, là aussi, quelque part être créées
exprès. Hein. Justine Breton nous avait dit, dans la première émission qu'on avait enregistrée, au tout début d'Histoire en série, nous avait dit le slogan de HBO avait été détourné en disant, le slogan étant It's not TV, it's HBO, a été détourné en It's not porn, it's HBO. Donc là aussi, est-ce qu'on jouait sur ce côté-là aussi pour, on va dire, maintenir le public, la violence et le sexe? Alors, effectivement, donc je pense que Justine Breton est plus spécialiste que moi sur ces questions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la stratégie transmédia, ce n'est pas ce qui ressortait en particulier. Ce qui a été vraiment mis en avant, c'est une plongée dans l'univers et une plongée dans la géographie et dans la découverte des personnages. Ils n'avaient pas forcément mis en avant ce côté sexe et ce côté violence qui est effectivement, on peut dire, une marque de fabrique de HBO qu'on retrouve dans d'autres séries que Game of Thrones. Et je parlais de True Blood tout à l'heure, mais on retrouvait aussi ces aspects assez particuliers dans la série True Blood. Et pour le coup, c'est Campfire qui avait fait aussi la stratégie transmédiatique de True Blood. Et ils n'avaient pas mis en avant non plus ces deux aspects. Ils avaient mis en avant la découverte des personnages et la découverte de ces vampires, quoi. Donc, c'était pas un point spécifique de la commande de HBO de mettre en avant ces deux aspects-là. Même si ensuite, dans la narration de la série, évidemment, ça s'est retrouvé à plusieurs reprises. Mélanie Bourda, si on poursuit avec sur le transmédia storytelling, on voit aussi, effectivement, vous l'avez dit, là on est dans l'idée de lancer la série, donc on est sur la saison 1, on va dire. Comment ça se passe pour les saisons suivantes? Comment est-ce qu'elles sont amenées par cette stratégie de transmédia storytelling? Ils poursuivent cette même idée, elle évolue, elle diminue une fois que la série s'est installée auprès du public? Ça se passe comment concrètement? Alors là, effectivement, c'est une stratégie qu'on peut qualifier de promotionnelle, hein, parce qu'encore une fois, c'était avant la diffusion du premier épisode. Et encore une fois, un des aspects, c'était de créer une communauté de fans qui allait discuter ensuite de la série, qui allait parler de la série sur les réseaux sociaux et la faire connaître aussi par leur discours et leur partage de contenu par ailleurs. Mais ce qui est intéressant avec Game of Thrones et d'ailleurs avec HBO, parce qu'ils l'ont refait ensuite autour d'autres séries, c'est qu'ils ont continué à développer l'univers entre les saisons, puisqu'on sait que HBO laisse des temps de hiatus en fait entre les saisons qui sont assez longs. Donc pour conserver les fans dans l'univers de Game of Thrones, ils ont proposé d'autres dispositifs et d'autres dispositifs promotionnels, mais qui allaient aussi s'appuyer sur la créativité des fans pour faire la promotion de la série. Donc ça, on appelle ça le fan advertising, c'est-à-dire qu'on va utiliser encore une fois la capacité créative pour promouvoir la série, bien évidemment gratuitement. Donc, des exemples assez concrets, entre la saison 1 et la saison 2, HBO avait mis en place un site internet qui s'appelait Join the Realm, dans lequel on pouvait se créer une bannière façon maison Game of Thrones. Donc, chaque participant, chaque usager pouvait créer sa propre bannière. C'était assez simple d'utilisation. Donc, on avait des choix de couleurs, on avait des choix de slogans, on avait des choix. Non, le slogan, on pouvait se le créer tout seul. On avait des choix d'iconographie, on avait des choix de formes de bannières. Donc, c'était assez simple d'utilisation. Mais ensuite, HBO demandait aux fans qui avaient créé ces bannières de les partager sur leurs propres réseaux sociaux avec un hashtag spécifique qui permettait donc de reconnaître la série et d'en faire la promotion. Donc ça, c'était le premier dispositif. Ensuite, ils avaient créé un Tumblr entre la saison 2 et la saison 3, il me semble. Ils avaient créé un Tumblr, donc là, ils se servaient de l'outil qui était le plus utilisé par les fans à l'époque, le Tumblr. C'était particulièrement prisé par les fans. Donc, ils avaient créé un Tumblr qui s'appelait Beautiful Death. Alors là, on en vient un peu à la notion de violence pour le coup, et qu'ils avaient intitulé Beautiful Death, et dans lequel ils demandaient aux fans, via des fan art, donc via des créations artistiques, soit de dessins, soit de collages, de résumer les épisodes en fonction des morts qui s'y trouvaient. Donc, dans les épisodes de Game of Thrones, il y a
pas mal de morts. Et donc là, ça permettait à la fois de proposer un résumé des saisons et de proposer donc de la visibilité sur la série, encore une fois, en utilisant la créativité des fans. Donc ce fan advertising, ils ne l'ont pas forcément poursuivi ensuite, mais ils ont quand même essayé de garder les publics dans l'univers de Game of Thrones entre les saisons, donc de profiter de ces temps-là d'attente finalement pour les fans. Et ils ont profité donc de la créativité et de l'envie des fans de s'engager dans cet univers pour leur demander de créer des choses et d'en faire la promotion ensuite et de faire la promotion de la série. Est-ce que cette série, vous avez évoqué True Blood notamment, on en a déjà parlé dans l'histoire en série avec Maureen Nathalie, de cette série-là. Est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça, HBO, qui ont bénéficié de stratégies similaires à celles mises en place par Game of Thrones? Parce qu'on sait, on a aussi évoqué d'ailleurs sur le plan du succès, notamment avec les fans de la garde de nuit, mais aussi avec d'autres intervenants intervenantes, que HBO et d'autres d'ailleurs comme Netflix depuis, ont essayé de copier la formule qui a fait que cette série-là a autant fonctionné. Alors, est-ce que depuis Game of Thrones, on a revu comme ça d'autres séries qui ont été la cible de ce transmédia storytelling de la part de HBO? Alors oui, donc j'évoquais True Blood qui est un bon exemple aussi, hein, donc, mais c'était plutôt en même temps que Game of Thrones, mais ils avaient eu une stratégie qui était assez intéressante aussi. Alors une stratégie promotionnelle pour le coup là aussi, hein, puisque c'était avant le début de la première saison, qui permettait encore une fois de plonger les téléspectateurs dans l'univers et de faire connaître donc ces vampires hein, qui vivaient parmi les habitants de la ville de Bontemps. Et donc, parmi les stratégies qui étaient proposées, ce que je trouvais assez original, c'est qu'ils avaient fait toute la promotion du centre de substitution, justement, hein, qui permet aux vampires de vivre parmi nous. Et donc, on pouvait acheter ce centre de substitution qui était vendu en bouteille. Ils avaient fait tout l'écosystème marketing autour de cette boisson. Mais ils n'avaient pas fait que ça, hein. Il y avait tout un dispositif aussi qui présentait les pro-vampires contre les anti-vampires, et c'était un peu ça le cœur de la stratégie. Mais là, plus récemment, autour de la série Westworld, qui est aussi diffusée donc, sur HBO, il y a un dispositif transmédiatique qui est assez important et qui est aussi intéressant parce que ça, c'est une autre façon d'aborder une stratégie transmédiatique, puisque c'est une stratégie transmédiatique évolutive, c'est-à-dire qu'elle va évoluer en fonction de ce qui se passe dans la série. Donc ça, c'est assez original. Ce n'était pas le cas dans Game of Thrones, hein, puisque Game of Thrones, c'était donc avant le début de la saison 1. Le dispositif était prêt, ils l'ont lancé, et après, il y a eu la série, hein, donc totalement promotionnelle. Là, ça évolue avec Westworld, ça évolue vraiment avec la narration. Et ils ont mis en place des sites internet, alors une constellation de sites internet en rapport bien évidemment avec la série Westworld. Donc dans la série Westworld, il y a une compagnie qui a créé des parcs hein, dans lesquels les gens se rendent et donc sont accueillis par des robots. Donc je ne vais pas faire le spoil trop sur la série. Hein. Mais en l'occurrence, donc, ils ont créé le site internet de cette compagnie qui a créé les parcs. Ils ont créé les sites de destination des parcs et, comme si on pouvait s'y rendre réellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc à la fin de la saison 1, si je vais spoiler en fait un peu, mais à la fin de la saison 1, les robots prennent le contrôle du parc et il s'avère que dans la stratégie de ces sites internet, tous les sites internet satellites qui avaient été mis en place pour la stratégie transmédia sont hackés par ces robots, puisque dans la série, ils hackent complètement et ils prennent le contrôle. Dans la stratégie transmédia, ils hackent aussi ces dispositifs. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis bon, il y a d'autres choses qui se passent autour de ces sites internet, bien évidemment en fonction, encore une fois, de ce qui se passe dans la série au fil des saisons. Mais ce n'est pas le seul dispositif qu'ils avaient mis en place. Hein. Ils ont également recréé complètement le parc. Donc ça, ils l'avaient fait à Austin lors du South by Southwest, qui est un gros événement autour des cultures numériques et de la culture populaire à Austin hein, chaque année.
Et donc, ils avaient complètement recréé le parc. Et là, c'était une expérience immersive collaborative dans laquelle les fans pouvaient circuler dans le parc et vivre en fait l'expérience Westworld, mais en réel, un peu comme du théâtre immersif, si vous voulez. Donc, ils étaient accueillis par des acteurs qui jouaient les fameux robots hosts. Et donc, ça, c'était assez intéressant, ces dispositifs de théâtre immersif dans lequel on est totalement, je n'ai pas d'autre mot que immergé réellement dans la narration. Donc, ils avaient créé ça. Et pour la 3e saison, donc là, c'était à demi à cheval entre le promotionnel, puisque c'était pour lancer la 3e saison, mais dans la continuité aussi narrative. Ils avaient lancé un site internet de Insight, qui est une société qu'on retrouve aussi dans la saison 3. Et ils avaient, pour le lancement de ce site internet, ils avaient fait une conférence à CES à Las Vegas, comme si une conférence de la directrice, de la CEO en fait, de la société, comme si la société existait réellement. Et comme on ne connaissait pas cette société, puisqu'elle n'apparaît que dans la saison 3 de Westworld, les gens qui assistaient à cette conférence pensaient que c'était réellement une vraie société, et la conférence tournait autour des data et des émotions, puisque c'est un des points qui est après développé dans la saison 3 de Game of Thrones. Donc HBO a continué en fait à faire ces dispositifs transmédiatiques pour promouvoir leur série, toujours en ayant le souci donc de développer une narration, de plonger les fans, c'est en général à destination des fans, de plonger les fans dans des univers et de leur faire découvrir donc soit des sites internet, soit des lieux, soit des intrigues. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant autour de Westworld, c'est que HBO avait demandé, alors c'est toujours à Campfire New York, notamment, parce que Campfire New York a développé bon nombre de stratégies transmédia avec HBO, et il leur avait demandé de développer un dispositif de réalité virtuelle. Donc, il l'avait mis en place à Comic-Con New York, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est avéré que les fans n'étaient pas très enthousiaste de ce dispositif parce que justement c'était un dispositif qui isolait. Bon, bien évidemment avec la réalité virtuelle on a un casque donc on est isolé, alors que les fans sont plus friands d'expériences collectives, et c'est pour ça qu'ils avaient créé le parc après pour faire une expérience collective, immersive, partageable par les fans à plusieurs finalement. Merci beaucoup Mélanie Bourda pour cette émission sur le transmédia storytelling où vous avez bien montré la stratégie mise en place par la chaîne HBO pour développer la série, la faire vendre. C'est aussi un aspect important de voir comment une production peut mettre en avant une série et donc la défendre et en faire le succès que l'on a connu. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur le transmédia storytelling, jusqu'à ce qu'ont vécu, vous l'avez dit, à la fin les fans, je vous renvoie à la bibliographie indicative que Mélanie a laissée, comme tous les intervenants et intervenantes. On l'a mise sur la page de l'émission histoireensérie.com. Et puis, retrouvez notre actualité sur Twitter, @histoiresérie, et notre groupe Facebook, donc d'Histoire en série, pour suivre le déroulé des émissions, ainsi que parfois aussi du teasing pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Vous nous retrouvez aussi sur notre partenaire nonfiction.fr, site qui tient au courant des actualités des arts, de la philosophie, de l'histoire. Et donc, on a une rubrique podcast dans laquelle on retrouve notamment Histoire en série. Vous avez le résumé de l'émission et le lien pour aller l'écouter vers les grandes plateformes de podcast, Spotify et YouTube. Mélanie, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to offer up.